Bonjour Eva Illouz. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes une sociologue franco-israélienne, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et vous publiez un tract chez Gallimard le 8 octobre, Généalogie d'une haine vertueuse. On va revenir d'ailleurs sur ces termes, mais auparavant j'aimerais savoir où vous étiez le 7 octobre, à quoi vous avez pensé ce jour-là. Le 7 octobre, j'étais à Paris, j'étais chez moi. euh, et au départ, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une énième attaque de roquettes de Gaza sur Israël, comme il y en a eu beaucoup ces dernières années. Et ça a pris beaucoup de temps avant de comprendre qu'il s'agissait en fait d'une invasion dans un territoire, que des terroristes avaient pénétré dans l'intimité des maisons un jour de fête, qu'il s'agissait véritablement d'un événement nouveau. Hem, Quand j'ai commencé à comprendre, ce dont il s'agissait, je pense que c'était seulement dans l'après-midi que j'ai commencé à comprendre. Je crois que c'est, l'effroi, qui m'a saisie, mais un effroi que je ne connaissais pas. C'était un effroi, presque archaïque, et primordial. C'était la première fois que, je faisais l'expérience de ce qu'avait pu être un pogrom, même si j'ai conscience que le mot pogrom n'est pas, entièrement approprié, ici, selon les historiens. Mais il s'agissait en fait d'un événement qu'on a encore du mal, je crois, aujourd'hui à comprendre, puisqu'il s'agissait à la fois d'invasion de territoire, de crimes contre l'humanité, de pogrom, d'extension d'un conflit militaire, tout ça à la fois, et l'esprit a souvent du mal à saisir un événement nouveau. Et je crois que nous sommes encore dans cette situation où on essaie de comprendre la nature de cet événement. Bon, ben alors, dans ce contexte, ce tract que vous avez écrit, ce tract intitulé Le 8 octobre, généalogie d'une haine vertueuse, justement, c'est une réaction à chaud, réaction à quoi? Comment avez-vous décidé d'écrire ce livre, Eva Illouz? Alors je l'écris pas du tout par rapport au 7, Amir Thibon, que vous avez interviewé précédemment, parlait du 7 octobre. Moi, je parle du 8 octobre. Pour moi, il y a 2 événements, en fait. Il y a le 7 octobre et il y a le 8 octobre. Le 8 octobre, ça a été les réactions de ce que je considère encore être mon camp politique, c'est-à-dire la gauche. La gauche qu'on peut appeler la gauche progressiste, identitariste, woke, peu importe, le nom. Ça a été, la réaction de cette gauche, et ce qui m'a particulièrement frappée, dans la réaction de cette gauche, ça a été non seulement, le manque de compassion et l'indifférence avec laquelle la nouvelle a été reçue, mais parfois même aussi la jubilation avec laquelle ça a été reçu. Il y a eu des manifestations à New York, il y a eu des manifestations en France, il y a eu des manifestations en Angleterre qui, faisaient preuve, de ce complexe, si vous voulez, émotionnel. Et là, pour moi, ça a été une énigme. Ça a été une énigme parce que la gauche fait profession d'avoir beaucoup de compassion vis-à-vis de toutes les souffrances. Du loin que je me souvienne, aucun massacre n'avait provoqué de telles jubilations avec une telle synchronicité dans autant de pays du monde que le jour du 8 octobre. Y répondre simplement par l'antisémitisme me semblait pas satisfaisant et un peu trop facile. Et j'ai voulu comprendre en fait quelle était la vision du monde qui rendait ces réactions intelligibles à autant de gens. Et j'ai voulu revenir à ce qui m'a semblé être, les racines de cette haine. Donc j'ai voulu ne pas voir Hmm. la haine comme un point de Mhm. départ, mais comme un point d'arrivée d'un long cheminement, idéologique. Parce que
encore une fois, on pouvait avoir tout à fait ce jour-là de la compassion pour les victimes israéliennes et, comme moi, soutenir toujours la cause de la paix et soutenir la cause des Palestiniens dans leur but d'avoir un État. Donc, euh, donc, pourquoi est-ce que, par exemple, le mot de génocide a été prononcé très vite, bien avant même que Israël ne commence ses opérations? Pourquoi autant de gens se sont réjouis? C'est ça qui m'a intéressée dans ce tract. En tant que sociologue des émotions, je me suis posé la question de savoir pourquoi une émotion comme la compassion, dont on pense depuis le 18e siècle qu'elle est involontaire, qu'elle est universelle, pourquoi cette compassion a été aussi absente? Bon, mais alors, justement, encore ce week-end, on va pas faire la chronique exacte, mais dans les universités américaines, à Columbia, la semaine dernière à Sciences Po, il y a différents événements qui se poursuivent, qui témoignent à minima d'une polarisation, de tension autour de la question israélo-palestinienne. Comment vous l'expliquez, Eva Illouz? Alors, depuis, je dirais, les années 60, les étudiants sont devenus des nouveaux acteurs politiques. Je ne parle pas des intellectuels en tant que tels, qui, eux, se mobilisent déjà à partir du 19e siècle, mais les années 60 marquent un tournant dans la vie politique des démocraties occidentales, dans le sens où ils sont devenus des acteurs politiques et on se souvient peut-être que Herbert Marcuse lui-même avait théorisé la chose et avait préconisé que les étudiants s'allient aux travailleurs. Euh, donc ça c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a eu une analyse qui a été faite par un économiste israélien, Ram Fishman, qui avait analysé deux pétitions qui ont circulé très vite à Columbia. Une pétition qui justifiait les actions du Hamas et une pétition qui condamnait les actions du Hamas. Ces pétitions avaient été signées par des centaines de gens, professeurs et étudiants. Il a analysé l'appartenance disciplinaire des signataires et il trouve quelque chose d'intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens qui soutenaient le Hamas venaient des humanités, des sciences humaines, pardon, et des sciences sociales, alors que ceux qui étaient contre le Hamas venaient plutôt des sciences dures. Euh, donc, donc là, il y a déjà quelque chose qui nous donne une indication, si vous voulez, que j'explore d'ailleurs Justement, dans comment mon tract. l'explique-t-on? Dans mon tract, je l'explique précisément par un tournant qui a été fait dans les sciences humaines et sociales ces dernières décennies. On va y revenir. Euh, mais le deuxième élément, c'est que depuis 2004 à peu près, il y a une campagne qui s'appelle BDS, Boycott Divestment, euh, qui prend sa source dans les universités. C'est une campagne qui a été décidée à l'issue de la conférence internationale de Durban en 2001 et où on a commencé à comparer Israël à l'apartheid. Et ce mouvement, qui concerne donc essentiellement les universités, veut que les universités euh, 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 divest, enlèvent leur argent de compagnies qui investissent dans des compagnies israéliennes. Donc ça fait quand même déjà 20 ans, plus de 20 ans, que ce mouvement est actif dans les universités. Ensuite, il y a une autre explication organisationnelle, si vous voulez, c'est que cette dernière décennie, il y a eu une émergence de beaucoup de groupes dans les universités américaines, comme par exemple SGP, Students for Justice in Palestine, d'autres groupes comme Bears for Palestine, d'autres groupes comme Families for Palestine ou Samidoun, qui sont des mouvements d'activistes palestiniens qui ont, de façon assez efficace, mis en avant la cause palestinienne. On ajoute à ça le fait que le Qatar a été le pays qui a contribué le plus d'argent aux universités américaines. Il a contribué plusieurs milliards de dollars en une décennie sur les campus américains, ce qui a contribué à renforcer
encore une fois, un militantisme pro-palestinien. Et la troisième raison, que je dirais, elle, d'être plus idéologique, c'est que la gauche progressiste des campus a fait de la Palestine son motif de combat principal, et avec beaucoup de courroies idéologiques dont on peut reparler, si vous voulez, un peu plus tard. Justement, alors, pourquoi une telle polarisation sur la Palestine? Pourquoi le choix donc de cette identification dans les universités? Alors, je dirais que euh, ça vient du fait qu'il y a une convergence de plusieurs formes de propagande qui viennent de loin. Il y a une propagande soviétique qui commence dans les années 50 et qui qualifie le sionisme de racisme. Cette propagande soviétique pénètre dans les partis communistes. Euh, il y a cette propagande antisémite, antisioniste soviétique qui rencontre un antisémitisme qui est actif dans les pays arabes, qui eux, qui, eux sont en lutte, disons, nationale contre Israël. Et puis, il y a à partir des années 90 une nouvelle théorie décolonialiste qui est particulièrement prégnante dans les sciences humaines et dans les sciences sociales. Et donc, si vous voulez, tout ça commence à former une matrice conceptuelle. Et c'est la lutte anti-impérialiste et la substitution du prolétaire par la figure du colonisé et par la figure de l'immigré qui vont occuper la place centrale de cette gauche progressiste. Et ces deux changements, si vous voulez, l'immigré et le colonisé vont se refléter l'un l'autre et ils vont être amalgamés l'un à l'autre. On mène une lutte anticolonialiste en défendant les immigrés et vice-versa. Donc voilà, donc il s'agit en fait d'une condensation de plusieurs courants idéologiques. Mais alors, il y a plusieurs visages de de ce militantisme en faveur des Palestiniens. Et alors, l'un des visages, vous connaissez bien, c'est Judith Butler, qui est donc une linguiste théoricienne d'un certain nombre de théories. Elle n'est pas linguiste d'ailleurs, je me suis trompé, mais Professeur de en tout rhétorique. cas, Elle est professeure de rhétorique. voilà, merci Eva Illouz. Et celle-ci donc a eu à la fois une œuvre extrêmement importante dans la question du genre, et puis elle a pris la parole, elle a même écrit un livre sur la question israélo-palestinienne, elle a pris la parole. Est-ce que vous voyez un lien entre l'œuvre de Judith Butler et ce qu'elle dit de manière presque plus publiciste, comme on dit, à la manière d'une essayiste, sur Israël? Vous posez une question difficile, puisqu'il faut faire un lien entre son travail féministe et le travail qu'elle a fait sur le mouvement queer et la Palestine et Israël. Et effectivement, je pense que votre question est tout à fait justifiée parce qu'il y a des affinités. La première, je dirais que Judith Butler participe de ce que j'appelle dans le tract le pouvoirisme. Le pouvoirisme, c'est une approche méthodologique qui est inspirée par Foucault, par Edward Said, par Judith Butler elle-même, et qui est une sorte de vision totalisante de la société comme étant mue par des relations de pouvoir. C'est très différent de Marx ou de Max Weber, pour qui certains avaient du pouvoir, d'autres n'en avaient pas, et pour qui le pouvoir était une dimension objective et empirique de la vie sociale. Or, là, le pouvoir est absolument totalisant. Il y a une vision totalisante du pouvoir qui va aussi fixer la société dans des rôles différents, dans ceux qui ont le pouvoir et ceux qui sont démunis de pouvoir, et ça va devenir des catégories stables. Ça mène, et ça c'est le deuxième élément qui est important,
à une approche ahistorique du pouvoir. C'est-à-dire que si le pouvoir constitue toutes les relations sociales, on ne fait plus attention au contexte, on ne fait plus attention à l'histoire, mais on utilise des catégories générales et fixes du pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle, en 2006, Judith Butler avait déclaré que le Hezbollah et le Hamas font partie, je cite, de la gauche anti-impérialiste globale. Elle n'est jamais revenue sur ces mots, elle ne les a jamais repris. Donc, elle peut faire ça précisément parce qu'elle n'historicise pas le Hamas et le Hezbollah. Elle les voit comme des acteurs qui ressembleraient à tous les autres résistants au pouvoir. Donc ce sont, je répète encore une fois, ce sont des positions fixes dans un scénario du pouvoir et pas une vision dialectique et historique de ce que c'est que les Mhm. relations entre Israël et les Palestiniens. Ensuite, le troisième élément qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a eu une alliance à partir de, je dirais, des années 70 et 80. Il y a eu une alliance objective entre féministes, le mouvement LGBTQ et le combat des Afro-Américains. Et les Afro-Américains sont les premiers à avoir fait d'Israël le paradigme de l'oppression blanche. Je ne vais pas revenir dessus, mais il y a une histoire très intéressante à explorer à ce sujet. Et les Afro-Américains ont en quelque sorte donné le ton. Ils ont en quelque sorte donné le ton, et en créant une alliance entre tous les opprimés et toutes les victimes, ça a créé, si vous voulez, un alignement des féministes et des LGBTQ avec les Afro-Américains qui, eux, ont pris, encore une fois, les Palestiniens comme le paradigme de la libération anticoloniale, antiraciste. Et par le biais du pouvoirisme, donc de cette façon de penser, on peut substituer une victime à une autre. Le pouvoirisme et la notion de structure que j'examine aussi dans mon tract, font des opprimés et des oppresseurs des structures qui se superposent les unes aux autres. Ce sont des structures durables et ce sont des structures qui ontologisent en quelque sorte l'oppression. C'est-à-dire Ontologie, c'est-à-dire qui lui c'est-à-dire prête une qu'ils essence. voilà, exactement. C'est-à-dire qu'ils font de l'oppression ou d'un groupe oppresseur une essence qui ne peut pas changer, une essence dominatrice. Et c'est pour ça que ces groupes se solidarisent, et notez bien, qu'ils ne se solidarisent pas au nom d'un universalisme, mais ils se solidarisent au nom de la solidarité des opprimés entre eux, qui deviennent substitutibles, qu'on peut Qu'on peut substituer. substituer les uns aux autres. Mais alors, Eva Illouz, parce que dans le discours de Judith Butler, mais elle n'est pas elle n'est pas la seule, pardon, Israël est un pays colonial et c'est normal finalement que la gauche défende les opprimés dans ce cadre. Oui, sauf que le cadre décolonial ne convient pas du tout pour parler d'Israël. Alors, évidemment, il y a une occupation de la Cisjordanie euh, qui fait que Israël est devenu un État colonialiste après 1967 et qu'il le devient de plus en plus, notamment avec le pouvoir de Netanyahou. Mais 1967 n'est pas 1948. Alors je voudrais dire rapidement pourquoi Israël n'est pas un pays décolonial. Israël n'est pas un pays décolonial. Par exemple, le colonialisme, on le sait, a été une vaste entreprise d'exploitation économique. Or, ça n'a pas du tout été le cas. Les premiers pionniers sionistes ont refusé, qui étaient socialistes et communistes, ont refusé l'exploitation du travail arabe. Ils appelaient ça avoda ivrit. Le travail hébreu, c'était pour eux précisément une façon de ne pas exploiter le travail arabe. Ensuite, il s'agit d'un combat, je dirais, entre deux populations indigènes qui se voient comme indigènes et non pas une population étrangère comme ça a pu être le cas par exemple pour les Allemands qui arrivent en Namibie ou les Hollandais qui arrivent en Afrique du Sud. Les Juifs avaient eu une présence continue dans ce territoire et se voyaient comme indigènes. Donc ce conflit
on peut le comprendre comme un conflit entre deux populations indigènes. Ensuite, la troisième raison pour laquelle le schéma décolonialiste ne convient pas, c'est qu'une grande partie des Juifs qui sont arrivés après 1939 en Israël sont des réfugiés qui n'avaient pas où aller. Le monde n'était pas prêt à accepter le quasi-million de Juifs qui fuyaient d'Europe et des pays arabes qui avaient été aussi pogromisés. Et finalement, je dirais aussi que le sionisme a été un mouvement d'autodétermination anticolonialiste et un mouvement antiraciste, puisque le but du sionisme, c'était de trouver une solution à l'antisémitisme. On oublie tout ça. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, que j'ignore les exactions de la Cisjordanie, mais il est important de bien nommer le problème parce que et il faut absolument défendre les opprimés et il faut défendre les Palestiniens. Mais quand on construit 700 kilomètres de tunnels, quand on est l'allié de l'Iran, quand on reçoit des millions du Qatar, quand on impose une quasi-dictature à son peuple, est-ce qu'on est véritablement opprimé et est-ce que cette catégorie est pertinente? Si on ne nomme pas bien les choses, on continue la logique de guerre et on fait que Israël se sent sapé dans sa légitimité. On aide à justifier la peur existentielle d'Israël qui pèse sur ce pays. On renforce l'extrême droite israélienne. Si on fait d'Israël un pays entièrement colonial, on n'aide pas à terminer l'occupation. Merci. Eva Illouz, on retrouve votre livre Le 8 octobre, Généalogie d'une haine vertueuse. C'est un livre publié aux éditions Gallimard. Merci de nous avoir accompagnés. Dans quelques instants, le 8:45, le point sur l'actualité.